Bonjour tout le monde et bienvenue à notre podcast aujourd'hui. Je m'appelle Michael Abrich, je suis un des spécialistes d'application chez Solid Expert. Spécifiquement, je travaille sur la troll expérience, mais on n'est pas ici pour parler de moi, on est ici pour parler de SXP et Solid Expert et Mechanica. Euh, Qu'est-ce qui nous différencie en tant que revendeur à valeur ajoutée et pourquoi est-ce que ça marche ou pourquoi est-ce que ça fonctionne pour nous? Nous avons quelques invités spéciaux avec nous aujourd'hui. Ils vont parler de Solid Expert, Mechanica, bien sûr, mais aussi de SolidWorks et CATIA. Et on a aussi une petite section sur la fabrication additive. Donc, encore une fois, je suis Michael Abrich, mais j'ai aussi un collègue avec moi qui va introduire les invités. Oui, bonjour, je m'appelle Gabriel Duclos. Je suis également spécialiste solution chez Mechanica. Donc, je travaille plus avec le côté CATIA des choses ici. Je vais introduire nos trois invités ici. On a Alex Abrich, le président de la compagnie. On a Tony Pompeo, le directeur des ventes chez Mechanica. Et on a James O'Farrell, le gestionnaire des solutions de fabrication additive. Donc, on peut commencer avec Alex. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que SXP représente, comment est-ce que ça a commencé, d'où ça vient tout ça? Donc, en partant, le SXP, c'est une abréviation de Solid Experience. Ça a commencé avec les faits qu'on vendait chez Mechanica les produits CATIA, mais aussi, c'est plutôt appelé aujourd'hui 3D Experience. Et à travers une autre compagnie que j'ai fondée il y a 27 ans, Solid Expert, on vendait SolidWorks. Ça, pour moi, c'était naturel de combiner les deux mots, puis donc c'est devenu Solid Experience. Hein? Mais c'est long. Hein? Ça fait SXP, c'est plus court, c'est plus facile. Donc, c'est vraiment la compagnie mère pour deux compagnies sœurs, qui est Mechanica et Solid Expert. Donc, c'est un peu ça la structure de la compagnie. Puis comment est-ce que le rôle des deux compagnies ont changé depuis que, tu sais, on a ajouté la compagnie mère SXP? Ben, ça a été fait aussi avec le but de rapprocher les équipes en partant, les équipes techniques, surtout que, on va dire, ça se dit mieux en anglais, in the cloud, dans les nuages, parce que 3D Experience, c'est vraiment un produit cloud-based. Et donc, et les deux vont dans cette direction-là. Katia et Solid Expert ils ont des points de rattache dans le cloud. C'est logique que les équipes travaillent ensemble parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en commun. 3D Experience, c'est un plateforme, hein, les deux, si on veut, technologies de CAD, de conception système par ordinateur, ils font interface dans ce nuage-là. C'est logique que ça travaille tout ensemble en termes de technologie. Les deux technologies aussi sont, ou les trois si on veut, Katia, ça a toujours été renommé plus pour les gros comptes, les gros clients dans le domaine automobile et aérospatial. Et tout ce qui est sur l'expert, c'était un peu un produit qui est sorti très pas cher, si on veut, en termes de prix. Quand le produit a sorti, c'était 3 995 $. Okay? À comparer à un siège de Katia, ça va te coûter entre 50 et 100 000 $. Hein? Ça Wow. fait une grosse différence en termes de comparaison. Et ça nous a ouvert les portes à être capable de vendre un produit à le gars qui conçoit une nouvelle cafetière ou un bicycle. Okay? Un bicycle à pédale. Ça fait donc que ça a ouvert le portfolio pour nous. Ça a ouvert le marché, si on veut, où ce qu'on était plus restreint à vendre uniquement à des compagnies aérospatiales ou automobiles. Ça fait dans l'ensemble, c'était logique pour nous parce que ça ouvre le portrait à tout. Okay? On peut travailler avec un peu tout le monde. Puis on offre des solutions qui adressent le marché, un plus gros marché. OK. Puis si on revient plus côté Katia, est-ce qu'on peut parler à Tony? Tony, est-ce que tu peux nous dire un peu Absolument. ce que tu fais chez Mechanica? Oui, je suis le directeur des ventes pour Mechanica. Donc, Mechanica, c'est la division CATIA ou la division CPE. Donc, CPE, c'est Customer Process Experience. Dassault Systèmes, c'est leur lingo, leur terminologie pour CATIA, les marques CATIA
Innovia, Simulia, Delmia. Donc, ça, c'est ce qui consiste CPE. Donc, moi, je gère le business, la mise en marché des produits CATIA et les autres solutions que je viens de mentionner. Tous les services connexes, donc tous les services de formation, les services de déploiement, les services de consultation. Je suis basé à Montréal, donc mais on a des clientes partout en Amérique du Nord. On a une bonne paquet de clientes ici au Québec, surtout pour le domaine aérospatial. On a Bombardier ici à Montréal, donc il y a toute une chaîne d'approvisionnement de fournisseurs de Bombardier qui ont CATIA. Donc, il y a beaucoup de ces compagnies-là qui sont nos clientes. Puis, on a beaucoup de clientes en Ontario, donc Sud-Est Ontario, Détroit, donc pour le secteur automobile. On a aussi une bonne représentation aux États-Unis, le nord-est des États-Unis. On parle de beaucoup de fabricants aux États-Unis, comme Connecticut, New York, Massachusetts, par exemple. Et on a aussi des clientes à Silicon Valley. Donc, avec tout ce qui se passe avec les véhicules électriques, le EV, le secteur EV, on a une bonne représentation de clientes. Véhicule autonome aussi, je pense. Hein? Exactement, exactement. Donc, ça, on a beaucoup d'expertise au niveau des véhicules électriques. Donc, oui, c'est ça. Donc, ça, c'est une idée de notre marché, de notre représentation avec nos solutions. OK. Puis dans ton historique chez Mechanica, quelle sorte de changement as-tu vu par rapport à CATIA, mettons, les anciennes versions CATIA V4, CATIA V5, la nouvelle CATIA ouais. sur 3D Experience? Comment est-ce que tout ça a changé? Ça a changé beaucoup. Donc, quand j'ai commencé, ça fait 25 ans, c'était CATIA V4 sur une station Unix. C'était juste les grosses entreprises. Donc, comme Alex a mentionné tantôt, c'était les Bombardier, les Boeing, les Gulfstream, secteur aérospatial. Puis on avait des compagnies comme Chrysler, BMW, Volkswagen, les gros OEM automobiles aussi. Et il y avait, comme on dit, un supply chain, donc une chaîne d'approvisionnement qui nécessite d'avoir une poste CATIA, mais c'était tellement cher. Donc, d'acheter une licence CATIA V4 avec une station Unix, avec, disons, 3 semaines de formation, une semaine pour drafting, une semaine pour le surfacique, une autre semaine pour l'assemblage. Donc, c'était tout un investissement pour ces petites entreprises. Donc, ça, c'est quand j'ai commencé ma carrière. Ensuite, il y avait une évolution quand V5 a été mise au marché. C'était mis au marché, je pense que c'était 98, je pense, Alex. Ouais, 99. Ouais, 99, c'est ça. Mais c'était plus accepté l'an 2000, 2001. Ça, c'est quand c'était devenu un produit assez complet pour que les OEM puissent le déployer. Puis, il y avait une toute nouvelle chaîne d'approvisionnement parce que CATIA V5, c'était sur un PC. Donc, c'était facile à apprendre. C'était scalable. Donc, et ce qui est très important, c'était pas tellement cher. C'était pas comme un poste CATIA V4 avec sur une station Unix vaut quoi? 50 000 jusqu'à... Très basic, c'était 50 000, Ouais. c'était plutôt 75 à 100 000 Exactement. Donc, un poste CATIA V5, c'était 20 000 sur un PC qui vaut 2-3 000 Donc, c'était ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait beaucoup de fournisseurs qui peuvent maintenant acheter. C'était abordable. Peuvent acheter CATIA. Donc, on a vu un vrai shift, une transition dans le marché parce qu'il y avait beaucoup plus de fournisseurs aérospatiaux, automobiles. Et il y avait aussi d'autres marchés. Il y avait un marché qui, c'était hors des secteurs automobiles, aérospatial, mais ils avaient besoin des modules plus avancés, comme disons surfaciques ou les gros assemblages. Donc, il y avait beaucoup de portes qui sont ouvertes pour d'autres industries. Donc, on a vu une évolution comme ça. Et maintenant, on est rendu avec le cloud. Ça, c'est une autre histoire, le cloud. C'est vraiment une question de collaboration. On est juste dans le point pour l'adoption de cloud. Donc c'est ça. C'était toute une évolution de V4, V5, V6/cloud. On est rendu ici. Cool. Ouais.
Tony, quel type de projet ou de client conviennent au service que Mechanica peut offrir? Ben, aujourd'hui, je pense que ce qui est très intéressant, c'est vraiment l'industrie véhicule électrique autonome. Parce que ça, c'est une industrie très progressive. Donc, ils ne sont pas peur d'acheter des nouvelles technologies comme Katia sur le cloud, par exemple. Et pour nous autres, on était une des premières compagnies pour déployer un vrai système 3DX à une cliente majeure aux États-Unis. C'était l'an 2015, Alex. Tout fin de 2015. Merci. 2015, c'était une compagnie qui s'appelait Ativa. Aujourd'hui, c'est Lucid Motors. Donc, c'était Mechanica qui a vraiment fait toute la vente des logiciels, puis on a même vendu les serveurs. Tout le déploiement. le déploiement, la formation, le onboarding. Et c'était vraiment un one of its kind déploiement. C'était et pour nous autres, il a ouvert beaucoup de portes pour nous parce qu'il y avait beaucoup de clientes en Californie, similaires, les startups, qui ont entendu ce qu'on a fait chez Ativa Lucid. Puis on avait beaucoup de business après ça. Même pour les clientes qui n'étaient pas nécessairement une cliente qu'on peut vendre du software. Par exemple, Dassault Direct. Dassault Direct, ils ont leur propre compte majeur ou dans le channel CPE, on ne peut pas vendre le software, mais on peut vendre nos services value add. Donc, on avait deux clientes majeures, Tesla puis Google Car. Aujourd'hui, c'est Waymo. C'était Mechanica qui a fait tout le onboarding, un peu de déploiement chez eux. La formation, c'était toi, Gab, qui a passé 4 mois chez Quatre Google. mois chez Google pour formation, support, tout ça. C'était super. Exactement. Donc, c'est pas juste les petites et moyennes entreprises avec qui on peut aider, c'est même les grosses compagnies. Parce qu'on a vraiment une bonne valeur, on dit un time-tested history avec une expertise dans toutes les solutions. Pas juste Katia, on parle de Simulia, Innovia, Delmia, tout sur la plateforme 3DX. Il y a aussi NetVibes, ça c'est pour les analytics business analytics solutions. Ça c'est une marque qu'on juste vient d'engager avec Dassault, puis on a des très bons projets avec NetVibes. Je pense que Erika, on va pouvoir l'inviter pour un prochain podcast. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Mike? C'est une bonne idée, ça. Et on regarde aussi l'électrification non seulement des voitures, mais on a des clients qui font des genres de drones, hélicoptères, quelqu'un peut embarquer dedans, tout électrique. Je suis maintenant en discussion de quelqu'un qui fait des bateaux électriques. Ça fait, à cause de nos connaissances, ça nous apporte un peu dans des portfolios un peu différents de ce qu'on faisait d'habitude avant. Moi, j'ai une autre question, peut-être pour toi, Alex. Donc, qu'est-ce qui nous différencie, donc, sur l'expérience, qu'est-ce qui nous différencie des autres revendeurs des logiciels? Je veux dire, la beauté, c'est que avec SXP ou Sort Expérience, tu as tout sous un toit. Hein? Tu as effectivement tous les produits que Dassault met sur le marché, on les représente. Hein? Donc, les produits de Katia pour conception ou les produits de SolidWorks pour la conception, les produits de Dalmia pour la fabrication, les produits d'Innovia pour la gestion des données. Ça fait, on a un peu de tous les gammes. Hein? Si je prends l'analogie des voitures, on peut te vendre une Volkswagen ou on peut te vendre une Porsche ou encore, sous le même toit, on peut te vendre une Bentley. Hein? Parce que ça appartient à tous les mêmes fabricants avec des noms différents, mais effectivement, c'est la même chose dans la famille de Dassault. Donc, si vous êtes intéressé dans les solutions de Dassault, on peut vous les produire. On peut les vendre, on peut les installer, on peut vous démontrer comment de sortir le bénéfice de ces produits-là. Puis on va pas juste faire de la revente, on a aussi une branche de consultants qui travaillent sur quelques projets. Moi, j'ai travaillé sur plusieurs projets durant mon temps ici. Days End à New York, c'est une installation permanente du musée américain d'art américain Whitney Museum. Aussi, l'édifice John Paulson, le centre John Paulson à New York, c'est un édifice de l'Université de New York qui inclut un théâtre qu'on a travaillé dessus. On a fait des panneaux artistiques, un peu acoustiques aussi. Puis
le garde de corps de la piste de course dans le gymnase aussi, dans cet édifice-là. Peux-tu nous parler d'autres projets qu'on a Je fait? peux parler de bien des projets. Je dis, pendant notre historique, il faut dire aussi que quand j'ai parti la première business qui est devenue Mechanica, ça fait 43 ans. Et quand j'ai commencé la business, il n'y avait pas de cellulaire, il n'y avait pas d'ordi personnel, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'email. Ça fait, j'ai vu l'évolution de toutes ces affaires-là. Puis en conséquence de ces évolutions-là, la business a pris des directions différentes, a fait des choses différentes. L'analogie que j'ai dit avant, j'ai dit, penses-tu que Jeff Bezos, quand il est assis, quand il avait vu sa compagnie comme Amazon aujourd'hui? Non, il vendait des livres. Hey, c'est devenu qu'est-ce que c'est devenu. Puis SXP, c'est devenu à cause de les clients nous ont traînés, les opportunités nous ont traînés dans des directions différentes. Dans ce contexte-là, des projets architecturels dans lesquels on a travaillé, c'est à cause qu'on avait des clients dans ce domaine-là qui nous ont demandé, hey, je viens d'avoir un contrat avec un architecte qui s'appelle Frank Gehry, qui aimait beaucoup les produits Katia. Et beaucoup de ses formes et ses dessins architecturels, c'était toujours quelque chose d'une forme bizarre, complexe, beaucoup de courbatures. C'est très difficile à vraiment le concevoir. Tu sais, quelque chose qui est une boîte carrée, ça se dessine sur un morceau de papier. Mais ça, c'est impossible de faire ça avec. Et donc, on a influencé le client. Regarde, on va faire ça sur Katia. Puis nous, j'ai toujours été fier de dire qu'on vend qu'est-ce qu'on utilise, puis on utilise qu'est-ce qu'on vend. Hein, on n'est pas tout simplement un revendeur. On est quelqu'un qui sait comment concevoir avec les outils et travailler avec les outils, et c'est très important. On a fait un projet de Art Gallery of Ontario, AGO. C'est un gros projet où ce qu'on a commencé avec un contracteur. Puis le contracteur général sur le projet, il dit, hey, tu peux-tu nous aider avec tel fournisseur, tel fournisseur, tel fournisseur, parce qu'il ne fournissait pas. Hey, nous, on a pris la relève, puis on a fait tous ces projets-là. Ensuite, pour nos amis américains, des Air Force Memorial, qui est trois grandes tours, la plus grande à 280 pieds d'eau, qui a été complètement fabriquée en titane. Et nous, on a fait tous les dessins de construction pour construire cette affaire-là. En même temps, on a fait toute l'ingénierie à l'intérieur pour les poids qui sont suspendus dans le cas qu'il y a du vent, pour balancer l'édifice. On a travaillé sur Motor City Casino à Détroit. On a travaillé en plein de projets architecturels. On n'est pas vraiment connu comme une compagnie qui travaille dans le domaine architecturel, mais on en a fait beaucoup. Qui nous a rapporté aussi l'idée que, regarde, il y a un produit qui s'appelle DraftSight que Dassault on fait qui est un concurrent 100% d'AutoCAD à un tiers du prix. Hein, qu'on vend ça. Ça fait, si quelqu'un a du AutoCAD, moi, je peux te donner un produit qui coûte drôlement moins cher, qui fait exactement la même chose. Hein, encore dans le contexte de on essaie toujours de trouver des solutions pour nos clients qui sont efficaces, qui sont très, très forts et compatibles avec ce qu'ils font et qui apportent beaucoup de profit pour la compagnie qui s'en sert. Donc, on a répandu un peu de partout. Au début, encore, je montre comment mon âge. En 90, on avait signé une entente avec Dassault pour devenir qu'est-ce qu'eux appelaient un CATIA System Center, qui nous donnait le logiciel avant que tout le monde l'avait, nous donnait des matériaux de formation pour que on prenait la devance sur nos clients. À cause de ça, nos ingénieurs sont devenus les meilleurs au monde, vraiment sur les produits de CATIA. Et Dassault et IBM, parce que le produit était initialement vendu uniquement à travers IBM, appelaient nos gars pour faire des benchmarks, des comparaisons à d'autres systèmes de CAD. Et ça nous a apporté dans des places très loin. J'ai envoyé mes ingénieurs en Corée pour travailler avec Hyundai, au Japon pour travailler avec Honda et Toyota, en Italie pour travailler avec Ferrari. Ça a commencé avec 2 ingénieurs qui étaient chez Ferrari. À la fin compte, sur une période de plusieurs années, on a rendu une trentaine d'ingénieurs chez Ferrari qui travaillaient sur les Formule 1. Aujourd'hui même, 30 ans plus tard,
On est toujours chez Ferrari. On travaille aussi avec Racing Bull. Puis je suis en discussion maintenant avec une autre écurie pour l'année prochaine. Notre expérience, ça continue, puis on continue à travailler. Moi, j'adore ça. Je dis, je suis loin de prendre ma retraite. J'adore ce que je fais. Super. Dommage qu'on n'était pas là dans ce temps-là, Mike, au début. Dommage, vraiment dommage. Il n'était pas né encore. Donc, alors, je pense qu'on a sauté quelqu'un un peu. On n'a pas encore parlé avec James O'Farrell ici. Donc, un peu sujet différent complète. Fabrication additive. Comme tu as dit, c'était pas vraiment prévu qu'on voulait vendre des imprimantes 3D ou même utiliser pour faire des produits pour des clients. Mais c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, comment est-ce que c'est pour toi, pour Additive Manufacturing, James? Que faites-vous pour ça, l'expérience en termes Un de peu imprimante 3D? le quotidien de James O'Farrell dans Oui. l'impression 3D, mais c'est ça. Moi, ça va faire proche d'un décennie que je suis ici chez Solid Expert. Puis, comme tu as dit, tu sais, à l'époque, on était quand même, on était plus orienté vraiment sur le côté logiciel. Là, depuis 5 ans, j'ai eu le mandat de commencer à promouvoir nos produits d'impression 3D. Et c'est en même temps que le COVID, ça a comme ouvert une opportunité pour nous. Puis on avait déjà nos pieds là-dedans. On était familier avec le concept de l'impression 3D, puis faire du dessin pour additif. Mais cependant, on voulait faire beaucoup plus d'une expansion de portfolio pour nos clients, pour aller chercher plus de besoins à part du prototypage, outillage, mais vraiment aller peut-être chercher plus de précision, etc. Et un peu de mon mandat, le quotidien de James O'Farrell, je te dirais, c'est d'aller essentiellement discuter avec nos clients, les rencontrer, puis vraiment diagnostiquer leurs besoins qui sont appropriés. Des fois, qu'on commence avec un projet qui est dans le département d'ingénierie, mais en bout de ligne, on commence à naviguer un peu le plancher de production. Et puis là-dessus, on trouve des besoins ailleurs, que ce soit des besoins de rétro-ingénierie. Fait que peut-être c'est pas nécessairement des impressions 3D, peut-être c'est des scanners. Donc, puis là-dessus, je me considère un peu un GP, un praticien général qui essaie de diagnostiquer. Puis après ça, j'amène les spécialistes pour rentrer, puis vraiment travailler avec le client pour s'assurer que c'est bien ça qu'ils ont besoin, puis qu'ils ont toute l'information qu'ils ont besoin pour aller de l'avant avec le projet. Donc, ça fait combien de temps que tu travailles avec Solid Expert et comment c'était le changement dans l'industrie fabrication additive pendant ce temps? Ben, mon mandat, depuis 5 ans, on a vu une évolution. Je te dirais, en général, l'impression 3D, on a l'impression que c'est une technologie avant-gardiste qui est nouveau dans le marché, mais ça fait au-dessus de 40 ans qu'on a déjà des technologies d'impression 3D qu'on avait originalement commencé avec du résine. Cependant, il y avait des limitations au niveau de ces technologies-là. Concernant les matières, c'était très fragile. Donc, c'était vraiment un côté validation de concept, un peu de fit et de forme, tu sais. Mais cependant, depuis des décennies, on a vu une grande évolution dans l'espace, dans plusieurs secteurs, que ce soit aéronautique, des matières de haute température qui sont fiables, même chose médicale, biomédicale, dentaire, d'injection de moules, pièces d'approvisionnement, des plastiques composites aussi solides que l'aluminium, du métal, des poudres de nylon. Donc, on a vu une grande évolution dans l'espace. Et je te dirais, depuis que j'ai commencé, même en 5 ans, j'ai vu encore un afflux d'entreprises qui ont rentré dans l'espace de l'impression 3D. Donc, il y a eu beaucoup de mouvements puis de bruit dans le sens qu'il y a tellement de solutions sur le marché. Pour un revendeur, les défis, c'est de t'enligner avec une solution qui peut répondre les besoins puis ce qui vont être là long terme. Puis pour le client aussi, il y a tellement de choix. Le positif dans ça, c'est que ça a démocratisé l'impression 3D. Ça a donné accès à des gens qui normalement n'auraient pas eu accès à des machines industrielles.
Donc, il commence en affaires, il commence à développer des produits, il commence à créer des services, il commence à bâtir un nom, puis bâtir une clientèle. Puis de là, il commence à évaluer, OK, j'ai commencé avec ça, comment je peux aller plus loin en termes de fournir pour mes clients, que ce soit qualité de surface, de finition, comme cette belle pièce qu'on voit ici, avec la marque Forge, ou des pièces fiables, solides, ou juste peut-être même pour leur production, avoir des machines qui requièrent moins d'attention, moins d'entretien pour qu'il y ait une production plus fluide. Euh, donc, c'est vraiment là où tu sais, on a... Sorry, what was the question? No, you answered the question perfectly. You talked about the evolution, l'évolution L'évolution, ouais, de c'est ça. l'imprimante Fait 3D, que, fabrication additive. tu sais, avoir ouais, c'est ça, avoir des entreprises qui ont des surfaces de finition, quelque chose qui répond plus. Fait que c'est là où que Solid Expert commence à avoir un complément avec ces clients-là. Puis aussi, peut-être des clients aussi, qu'on a eu des discussions concernant l'impression 3D. Puis à l'époque, c'était pas vraiment un fit où il n'y avait pas le volume pour justifier d'un investissement d'impression 3D. Et tout d'un coup, il engage un dessinateur ou un ingénieur mécanique. Et puis tout d'un coup, il arrive, il a accès à cette machine qui est quand même raisonnable, puis un prix d'entrée de gamme. Puis tout d'un coup, il commence à fournir pour l'entreprise des braquettes, des petites pièces. Puis ça fait commencer à tourner le roue pour le propriétaire qui dit OK, peut-être que l'impression 3D, ça pourrait être quelque chose de fiable pour nous. Donc, c'est là où que cet afflux d'impression 3D a été un complément pour nous. Cool. Donc, tu as parlé de Mark Forge. Bien sûr, on a des autres partenaires en termes de fabrication 3D. Donc, des exemples sont comme Builder, Race 3D, Nexa dans le passé. Quels sont les critères importants dans la sélection de nos partenaires de fabrication additive? Je peux te dire, les dernières 5 années, il y a eu une grande évolution comme dans l'espace. Pour nous, c'est chez Solid Expert, on a une grande expertise dans le dessin. On était déjà familier avec l'additive, mais c'était une courbe d'apprentissage. Puis je peux te dire, choisir un partenaire, c'est pas évident. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent là-dedans. Tu parles d'avoir un produit qui a un offre pour nos clients qui est unique sur le marché, quelque chose qui peut répondre aux besoins, quelque chose qui est fiable. Ça, c'est l'importance. Logistiquement, qui a du bon sens pour nous, pour supporter nos clients aussi. Donc, là-dessus, je te dirais, ce partenariat, c'est un peu ça les critères. Puis aussi, en même temps, je te dirais juste les 10 000 heures qu'on a accumulées dans les années. Parce que tu peux te préparer pour un partenariat, tu peux récolter le plus d'informations que tu peux là-dessus, mais des fois, il faut ouvrir le capot puis voir qu'est-ce qui est en dessous. Puis des fois, on a des surprises, puis nos clients ont eu des surprises, mais on a travaillé avec eux. Puis je pense qu'avec cette expérience-là, où qu'on est rendu aujourd'hui, je peux te dire, c'est jour et nuit où que j'étais il y a 5 ans, où que j'étais comme un consommateur sur le marché qui regarde les specs, qui est très motivé, qui est très positif, qui voit les volumes, la rapidité de l'imprimante. Puis on oublie beaucoup des facteurs de fiabilité ou même les logistiques d'après-vente qui peut être problématique pour eux. Fait que pour les clients, je vous mets au défi de non seulement regarder les specs, mais avec les personnes que vous travaillez avec, de connaître où sont les origines de ces manufacturiers-là. Est-ce qu'ils sont en Europe? S'ils sont en Europe, est-ce qu'ils ont des centres de distribution en Amérique du Nord? Comment vous avez vos pièces d'approvisionnement? Comment vous équipez? Est-ce que c'est direct de l'Europe? Est-ce que vous avez un accès assez instantané? Il y a beaucoup de choses l'après-vente qui est impératif pour le client. Donc, je te dirais, pour nous, c'est pas mal ça. Fait qu'aujourd'hui, on est rendu dans une bonne place côté choisir un bon partenaire. Mais c'est sûr, c'est un cours d'apprentissage. Parfait, merci. Fait que James, à part la revente d'imprimantes 3D, on a aussi des capacités à l'interne là, pour
livrer des livrables aux clients. Est-ce que tu peux parler de ça un petit peu? Oui, c'est sûr qu'avec notre base de données, on a des clients, on a plusieurs cas, c'est des clients même existants qui ont des imprimantes 3D, puis sont, en termes de volume, ne sont pas en mesure de fournir pour leurs clients. Donc, on va collaborer avec eux, puis embarquer dans une production pour les dépanner. On a eu des cas de même récents où à la dernière minute, ils ont sous-estimé un peu leur quantité qu'ils pouvaient livrer pour le client. Donc, on les a dépannés là-dessus. Aussi, en termes de volume, on a beaucoup de technologies, que ce soit volumineuse, production, des pièces précises, des pièces fonctionnelles. Et donc, on est en mesure d'aider nos clients qui sont peut-être en évaluation, mais sont entre deux chaises. Ces gens-là aussi, on est là pour fournir de la production pour eux, pour aider à justifier que ce soit à l'interne ou qui achètent un équipement de nous autres. Fait que ça, c'est un peu là-dessus aussi qu'on Puis, travaille. un de nos clients intéressants, c'est Unicorn Motors, une autre de tes compagnies. Alex, peux-tu nous parler un peu des projets d'imprimante 3D qu'on a fait pour Moi, les véhicules? d'habitude, mes hobbies deviennent des business. Dans le cas de Unicorn Motors, ça a commencé avec une idée de concevoir ma propre voiture. Ça a évolué, il y a une évolution sur le temps. Moi, je fais la course automobile depuis 25 ans. J'ai commencé mon fiston, Michael, là-dedans, le seul de mes 3 garçons qui a décidé qu'il voulait faire de la course automobile. Étonnant, c'est vrai. Ça fait 5 ans maintenant qu'on roule dans la série Super Production Challenge. Et dans ce groupe-là, il y a 3 catégories de voitures. Nous, on roule dans la plus haute, qui est l'équivalent à 300 HP au roues. On roule des Nissan 370Z. Et à mesure qu'on les roule, pour te donner un exemple, vous avez attendu sûrement le 24 heures de Le Mans. Ça, c'est tu roules un char 24 heures. Dans notre cas, on a déjà fait plusieurs sessions où c'est une fin de semaine. Tu roules 8 heures le samedi, tu roules 8 heures le dimanche. L'équivalent de rouler un char 24 heures dans un format de course, c'est la même chose que mettre 100 000 milles sur ta voiture de rue. Hein? Donc, c'est exigeant sur une voiture. Puis à mesure que tu exiges tant de choses sur une voiture, tu vois les défauts, tu vois les problèmes, les problématiques. Un de ceux-là, c'est être capable de refroidir les freins. Bientôt, on va en parler. Michael va en parler des événements qui s'en viennent. Un, c'est le Grand Prix de Trois-Rivières. C'est une course qui est très exigeante sur les freins de la voiture. Il y en a beaucoup qui ne finissent pas la course parce qu'ils n'ont plus de freins. Donc, il faut refroidir les freins. Puis on a même fait une conception, encore dans le groupe de James, on a des scanners aussi où on peut vraiment prendre la surface de la voiture au complet, puis prendre ça, puis ensuite faire l'ingénierie pour adapter pour nos besoins. Dans ce cas-là, pour avoir une meilleure rentrée d'air, pour être capable de refroidir les freins. Ça, c'est une affaire qu'on a faite pour la voiture, puis même pour le Grand Prix de Trois-Rivières, on a rajouté un autre morceau par-dessus ça. On a changé la grandeur des tuyaux. Puis on l'a fait pour faire un essai. Sur un côté, on ne l'avait pas changé. Sur l'autre côté, on l'avait changé. Puis la différence de la température des disques, c'était 200 degrés, pour te donner une idée. Wow. Okay? Ensuite, sur le cerveau de power steering, il commençait à faire défaut. Donc, Nissan, ça vient avec un petit refroidisseur, mais c'est pas suffisant. On a été chercher un qui est dans le marché, qui est plus gros. Mais là, l'affaire qui est importante, c'est comment qu'on le refroidisse. On a conçu une superbe de belle pièce. J'étais tellement impressionné, mon ingénieur qui a fait ça. Parce qu'il y a un conduit d'air qui est flexible, qui s'attache à ça. Comment qu'on le fait pour faire tous ces attaches-là? Il a fait ça avec des aimants. Donc, les morceaux sont collés ensemble avec des aimants qu'on met dans la pièce qu'on imprime en 3D. Ça fait, je suis très fier de toujours dire que nous, on utilise qu'est-ce qu'on vend, puis on vend qu'est-ce qu'on utilise. Ça fait, tu veux savoir comment le faire? Laisse-moi te montrer qu'est-ce que j'ai fait avec. Puis là, ouvre ton imagination de qu'est-ce que tu pourras possiblement faire avec les technologies qu'on vend. Super. Je pense qu'on a pas mal fait le tour, Mike. Qu'est-ce que tu en penses?
Non, t'as raison, c'est effectivement tout, comme vous Ouais. voulez parler. Bon, super. Ben, je veux vous remercier les trois, Alex, Tony, James. Merci beaucoup d'avoir partagé ce que vous faites dans l'entreprise. Mike, est-ce que tu veux nous parler de ce qui s'en vient prochainement? Comme Alex a dit, il y a le Grand Prix de Trois-Rivières qui vient en mois d'août. Bien sûr, on a des autres événements qui viennent, comme des autres webinaires. Si vous avez aimé cet format de présentation, on veut bien faire des autres comme ça. On a des spécialistes qui veulent parler de leur spécialité, effectivement. Puis sur notre site web, on a des formations qui viennent aussi. Donc, si vous voulez regarder notre horaire de formation, ça existe. Si vous voulez prendre une formation de SolidWorks, CATIA ou 3D Experience, on a des services pour ça. Et finalement, les réseaux sociaux. Facebook, LinkedIn, Instagram, on fait tout. Donc, allez regarder tout ça. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci.